Bonjour à tous, ici le Geekophile et je suis avec Florent. Voilà, et on se retrouve cette fois-ci pour faire une petite review des films de janvier Ouais, c'est 2020. ça. Moi, j'aimerais bien du coup que tous les mois on puisse se voir, on se cale Ouais. une après-midi, comme ça on parle rapidement Exact. des films qu'on a vus les mois passés. Là j'en ai rattrapé un il y a 2-3 jours, donc qui clôture tous les films sortis en janvier, Mhm. que je peux voir des fois début février, mais normalement là c'est bouclé. Ouais, alors moi j'ai pas vu énorme de films, donc je vais laisser plus Florent en parler de certains trucs. Moi je vais parler des 3 films que j'ai vus, donc il y en a 2 très bien et un moyen. Ouais. Et puis toi donc tu vas te donner les 10 qui t'ont plus marqué. Mais avant donc du coup quand on parle de ton top 10, je vais parler d'un film qu'on a vu tous les deux et donc qui n'est pas dans ton top 10, hein, qui est donc c'est Les Traducteurs. Le traducteur, ouais. Régis Roinsard, donc un film français, Ouais. avec Lambert Wilson en gros sur l'affiche, Ouais. mais Qui n'est Pas pas l'acteur forcément principal, voilà, qui n'est pas finalement. forcément l'acteur principal. Donc le speech très rapide, c'est un best-seller, un bouquin, c'est le 3e d'une série de bouquins. Ils veulent faire un truc exclusif, ils veulent sortir le 3e tome partout en même temps dans le monde. Et donc ils planquent le scénario dans une mallette et ils réunissent 8 traducteurs dans une salle. Ouais. Et ils commencent à dire voilà, maintenant on enlève les téléphones, on enlève les communications, etc. Vous n'avez pas le droit de communiquer. sachant que les 8 traducteurs viennent d'un pays différent Ouais, pour c'est ça. traduire une langue différente. Alors, je crois que tu as une russe, un chinois, un espagnol, un Ouais, italien. italien, voilà, et puis t'as Grec. anglais, etc. Voilà, bref. Et du coup, il va y avoir un événement, c'est qu'ils sont tous dans ce bunker en train de traduire, et Lambert Wilson, qui joue l'éditeur, reçoit un message qui lui dit voilà, 10 pages ont fuité sur internet, 10 pages dans la langue originale en français, et les gens commencent à les traduire eux-mêmes. Mais si tu me files pas telle somme d'argent, eh ben tu auras, comment dire. On va révéler, on va révéler voilà. Donc il dit voilà, t'as Gros 3 chantage. heures, et puis, enfin je sais plus, t'as genre 2 jours, sinon dans 2 jours il y a 100 pages qui sautent, etc. etc. Mhm. Alors c'est un film qui se veut à rebondissement, Ouais. qui est conçu comme un thriller. C'est un petit peu comme Agatha Christie avec Voilà. les qui l'a tué. C'est Alors ça. que là, c'est qui a fuité. Qui Ça- est le maître chanteur, qui a T'as fait. une tension, tu te dis, il se regarde un peu en chien de faïence, genre, Ouais. c'est toi qui caches des trucs. C'est ça. Et donc du coup, le concept est très intéressant. Après, la mise en place est pas parfaite. Ouais. Hein, il y avait certains trucs qu'on a trouvé C'est un peu maladroit ou un ouais, peu confus. un peu confus. C'est un peu alambiqué pour rien en fait des fois. Mais sinon, c'est un. Alors, les points positifs, on va dire, c'est que l'idée de base, c'est l'acteur qui joue l'anglais, enfin le traducteur anglais. un jeune acteur, je sais pas son nom, je crois que tu l'as vu dans une série. Alors, je l'ai vu, donc j'ai vu juste parce que je ne regarde pas cette série, mais j'ai vu dans les bandes annonces, qui joue dans la série Sex Education, qui joue donc un des personnages principaux de la série Sex Education. D'accord. Et donc, du coup, il change totalement de contexte ici parce qu'il joue en fait un anglais qui va traduire. C'est vraiment un petit génie. Voilà, c'est ça. On va C'est pas un petit révéler, mais c'est un génie, petit mais génie. c'est un petit génie donc de l'anglais et voilà. Et l'acteur a pour ce film appris spécialement le français et ce qui est déjà admirable et il joue très très bien. Pour dire en plus qu'il a appris le français il y a peu. C'est lui qu'on retient. C'est lui qu'on retient, ouais. Et même face à un Lambert Wilson qui est pas le meilleur Lambert Wilson qu'on ait vu. Ça cabotine un peu. Ça cabonine un peu et puis il y a 2-3 scènes où il y a une scène tout au début moi qui m'a trouvé un peu surjoué par exemple. Oui. Et donc du coup voilà. Et après dans les inconvénients c'est le développement des personnages qui est pas forcément à 100% Oui. bien géré. Il y en a qui sont bien mis en avant, d'autres qui sont très caricaturaux. Ouais. Olga Kurylenko qui joue la femme fatale, fan du personnage qui apparaît dans ce bouquin et du coup qui se fait une espèce de fixette. Ouais, c'est pas bien géré. Non, c'est ça. Pas Et vraiment puis, où il veut aller. Et puis même elle a un peu joué. Alors elle a joué une James Bond girl. Ouais. Et là elle fait un peu trop. Elle refait un peu trop sa James Bond girl dans celui-là et ça colle pas trop au personnage. Donc c'est dommage. Après, puis pareil, moi je trouvais le personnage grec qui était très caricatural. Donc c'est quelques défauts comme ça du truc. Bon après c'est quand même bien imaginé. Mais Le film est pas mal. Après, film est il pas reste mal. divertissant. C'est ça. Il se laisse regarder. Voilà, voilà. Ça fait partie des films moyens qu'on va pas forcément retenir dans 5 ans, dans 10 ans, Ouais. mais qui quand même se laissent bien regarder sur le. Voilà.
Bon bah on passe cette fois-ci au top 10. Et la moitié, C'est bon, allez hop, je suis bon. ça va être assez rapide. Sinon, j'ai vu un film japonais Ouais. qui s'appelle Les Enfants du Temps. C'est un film d'animation de Makoto Shinkai. Il est sorti il y a 2-3 ans, Your Name. Je sais pas si t'as entendu parler de celui-là. Bah j'en avais entendu parler mais c'est vrai que je l'ai pas vu. En fait, c'était comment on appelle ça, du body switch, quand Ouais. t'échanges Oui, ta ouais, personnalité. ouais. Ok, ouais. Et du coup, apparemment, c'était une comète qui passait au-dessus de la Terre. Et là, t'avais 2 enfants qui étaient impactés, deux ados. Ouais. Et t'avais un garçon qui était dans le corps d'une fille, et puis une fille qui était dans le corps d'un garçon. C'était hyper original dans la forme, et extrêmement profond dans le fond. C'était vraiment un superbe film, magnifique. Et là, du coup, cette année, je l'attendais énormément. Je me suis dit, ah, mais qu'est-ce qu'il va faire après ce quasi chef-d'œuvre, tu vois. Et il sort un film qui s'appelle Les Enfants du Temps. Alors, Les Enfants du Temps, quand je te dis le titre, tu penses à quoi? Bah le voyage temporel Tu plutôt. penses à du voyage temporel. Ouais. Et ben non, c'est la météo. Ah d'accord. C'est du contrôle de météo. Ok. En fait, on a une fille qui passe un jour sous un tori. Ouais. Tu sais, c'est des espèces Ouais, je vois les genres de tours, enfin les trucs, les genres de portails, ouais. portails japonais. Hein. Ouais. Et en fait, elle a des pouvoirs et elle peut arrêter la pluie, par exemple. Ok. Ou il y a certains endroits où, oh dis donc, il n'arrête pas de pleuvoir, ah mais il faudrait que quelqu'un puisse nous aider. Et elle, en fait, elle crée des cartes de visite, genre, je peux créer le soleil. Non, c'est génial. Et du coup, elle va essayer de faire une espèce de pseudo-prière pour les gens. Et comme ça, tac, le soleil apparaît. Donc elle fait un peu son business avec ça. Ok. Et en parallèle de ça, il y a un garçon qui va un peu s'éloigner de ses parents, qui va se retrouver dans cette... je crois que c'est Tokyo. Ouais, je crois que c'est Tokyo. Il va se retrouver tout seul et il va intégrer un peu cette équipe. Et tu vas avoir des histoires d'amour adolescents qui sont extrêmement réalistes et au milieu d'un truc finalement assez fantastique. Ok. Et du coup, Makoto Shinkai, c'est quelque chose qu'il arrive très bien à maîtriser. C'est vrai, c'est intéressant. Et ce que j'aimais, c'est que dans l'animation, le gars il arrive à recréer comment dire, des éléments de façon ultra réaliste. Par exemple, à un moment, je crois qu'il va dans un McDo ou un Burger King. C'est-à-dire quand tu as l'emballage des burgers, c'est vraiment la même chose. Tu vois, c'est quasiment photoréaliste. Ou même des fois, tu as l'arrière d'une télé et tu vois tous les câblages. Mais vraiment, tu te dis, mais c'est pas du figuratif, c'est clairement ultra réaliste. Ok, ouais. C'est des points de détail. Mais disons que ouais, le film il m'a à peine moins passionné que Your Name, mais ça reste toujours extrêmement quali et que je peux conseiller très facilement. Sinon j'ai vu Adoration de Fabrice Duwels, c'est un réalisateur belge. Là il faut savoir que Fabrice Duwels il s'était un petit peu perdu ces dernières années. Il avait fait un film en Amérique qui s'appelait Message for the King. Avec l'acteur qui a joué après Black Panther. En fait, c'est un réalisateur qui au début est un réalisateur de genre, qui fait des films un peu mélancoliques, au-delà d'être brutaux avec des monstres qui apparaissent. Toi, lui, il travaille vraiment sur le monstre qui se cache dans l'humain. Ok, d'accord. Et en fait, si tu regardes, d'une certaine façon, il a fait une espèce de trilogie thématique avec l'amour perdu. Et quand tu regardes le tout premier film qu'il a fait, premier long métrage qui s'appelait Calvaire, avec du coup un gars qui va vraiment vivre un calvaire, presque un chemin de croix. Tu avais ce nom de Gloria qui apparaît, genre une femme qu'on a aimée qui a disparu, qui s'appelle Gloria. Attends, c'était quoi? C'était Saint-Amour ou... Attends, il faudrait que je le coupe ici, il faudrait que je reprenne. Attends, C'est quoi le nom? J'y suis presque. Alléluia. Alléluia, C'est bon, je l'ai. Okay. Ensuite, il avait fait un film qui s'appelle Alléluia. Avec une espèce de fait divers sordide, quelqu'un qui attrapait des enfants et sa femme qui était complice de ça, et du coup qui se disait est-ce que je dois rester avec lui, est-ce que je dois quitter, la femme qui s'appelait Gloria. Et du coup là c'est son troisième film qui thématiquement est recentré, c'est pas forcément une suite. Hein. Et là en fait c'est un gamin qui est un peu timide, un peu candide, qui rencontre une fille dans disons la clinique psychiatrique où sa mère travaille. On lui dit, oh, tiens, t'es où ça? Et là, il croit à cette fille qui est mentalement complètement dérangée, qui s'appelle Gloria. Et du coup, en fait, elle fait vite, il faut qu'on s'échappe de ça. Et tu vas voir, c'est ce garçon qui va être follement amoureux d'elle, mais de façon pure. C'est de l'amour pur, c'est de l'amour où on réfléchit pas aux actes qu'on fait ou aux conséquences. Et disons qu'il va l'aider à s'échapper. Et elle, qui va, comment dire, avoir une espèce de fusion avec lui en disant il faut absolument qu'on reste ensemble, et dès que lui va un peu s'échapper, ben, elle va voir ça comme une trahison. Donc on va avoir une espèce de road trip très onirique de ces deux enfants qui vont essayer de s'échapper de tout ça pour rejoindre la Bretagne. On te dit ça comme ça sans forcément que ce soit l'objectif, mais c'est vraiment
une espèce de regard sur l'amour, sur la mélancolie et sur l'enfance, à travers du coup cette espèce d'adoration. C'est ce genre de film très rare en fait. Bah ouais, c'est vrai que j'ai été vraiment impacté. Alors ensuite j'ai vu Les Filles de Dr March, qui pour le coup est sorti le 1er janvier, donc j'étais juste bien là. Celui-là, tu as bien envie de le voir? Alors ouais, parce que je sais que tu m'en avais parlé et puis que j'ai vu pas mal de bons échos sur ce film. Et Joey t'en a parlé? Et Joey m'en a parlé. Joey, lui, c'est son coup de cœur absolu. Ouais. Ultra fan. C'est vrai qu'il avait adoré et c'est pas la première fois parce que c'est une adaptation de bouquin, c'est ça? Alors, donc c'est un film qui se passe pendant la guerre de sécession. Ouais. Et ça a été écrit par une femme qui s'appelle Louisa May Alcott, donc juste après la guerre de sécession. La première adaptation de ce bouquin, c'est 1918. Ah oui, d'accord, ok. Et ça, c'est la 6e adaptation. Donc tu te dis... Ah donc oui, effectivement. Ouais, parce qu'on parle des fois de Star is Born, tout ça. Non, non, celui-là, ça a été adapté beaucoup plus de fois au cinéma. Il y a eu des versions qui sont assez connues dans les années 90, je crois, que j'ai pas vu. Là, c'est la première que je vois. Du coup, c'était une histoire que je découvrais. Et disons que c'est super beau. C'est super beau parce que on s'attache très facilement à ces personnages. T'as du coup cette ambiance guerre de sécession, ces femmes qui attendent le retour au pays de leur mari, là pour le coup de leur père. Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que la réal, donc Greta Gerwig, dont j'avais pas vraiment aimé son dernier film, Lady Bird. Je vois ce que c'est. Je l'ai pas vu, mais je vois ce que c'est. J'avais trouvé ça un peu bancal. Mais là, c'est super beau, parce que par exemple, elle arrive simplement avec de la réal et des couleurs à te faire comprendre dans quelle époque on est. Il y a eu, et en fait, dans l'histoire, il y a 2 temporalités. Il y a le rappel du passé et l'acceptation du présent. Et en fait, sur le passé, on va par exemple te montrer la cuisine, mais la cuisine avec des couleurs très chaudes. Rouge avec un peu de doré autour de Noël, voilà, on se dit tiens, les gens ont l'air contents et ça se voit. Il y a de la chaleur, les joues sont roses. Et par exemple pour le présent, on va te montrer du coup l'hiver, donc des couleurs très froides, et on va te montrer cette même cuisine, mais sans tout, comment dire, tous les apparats de cadeaux de Noël, tout ça. Du coup, des couleurs beaucoup plus bleues, beaucoup plus ternes. Et aussi, du coup, les personnages avec la peau un peu plus blanche et un peu plus fatiguée. Et juste avec la réal, eh ben, tu sais exactement où t'es. Et ça, c'est fort, c'est très prenant. La musique d'Alexandre Desplat, elle participe parfaitement à l'ambiance. Et c'est... Ouais, moi, je m'attendais pas à grand chose, je me suis dit, bon, film historique et tout. Et tout le monde joue parfaitement. Et tu vois, pour le coup, c'est un film féministe. Parce que là, tu as un regard qui est moderne, mais pour un film d'époque. Ouais, d'accord, ok. Là, c'est très bien traité. C'est vraiment, je plébiscite. Sinon, j'ai vu très récemment La Voie de la Justice de Destin Daniel Cretton, un film américain. Là, j'avais vu la bande-annonce avec Michael B. Jordan. Du coup, oui. Il joue aussi dans Black Panther. Ouais, donc on l'a retrouvé. Là, j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ah d'accord, ok, donc c'est une histoire vraie sur un avocat qui vient des États du Nord pour aider des gens qui sont en tôle, des Afro-Américains en tôle dans les années 80-90, qui sont dans les couloirs de la mort pour un peu les sauver de leur sort, parce qu'apparemment ils sont innocents. Je me suis dit, on va voir le film avec des bons sentiments, qui va manquer cruellement de subtilité, avec un truc in your face. Et moi j'étais allé presque en traînant les pieds. Mais les notes publiques étaient tellement bonnes, et j'ai eu que des retours dithyrambiques de mes amis, je me suis dit, ah, je suis peut-être passé à côté de quelque chose. Bon, allez, on va tenter. Et au final, gros coup de cœur, parce que c'est très prenant. Sur l'affiche, on me dit, c'est le nouveau La Ligne Verte. Ouais. Bon, alors, faut pas non plus pousser. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un film qui se passe dans les prisons et qui a une histoire de chaise électrique que forcément c'est bon, on peut comparer les deux. Ouais, surtout que c'est pas le même style quand même. Pas le même style. Mais ce que j'ai aimé, c'est que du coup t'as une totale empathie avec ce personnage d'avocat. Tu comprends ses combats et quand il va te sortir un discours, c'est comme si on était dans un match de boxe. Tu vois, on va se dire ouais, vas-y, ouais, tu vas y arriver, on est avec lui, allez, tu vas gagner ce procès. Tu vois, il y a un côté vraiment, t'es avec lui, t'as envie qu'il réussisse. Tu le soutiens totalement. Et ouais, moi j'ai été pris parce que tu commences à comprendre leur enquête, tu te rends compte qu'il y a des failles, tu te rends compte par exemple que quand il y a une victime blanche, et ben on va essayer de trouver un coupable, quitte à mettre des ronds dans des carrés, tu vois, des trucs totalement impossibles, mais judiciairement, bah, apparemment en Amérique ça a été fait. C'est assez sordide sur certains points. Et oui, je comprends tout le succès qu'il a. Ok, oui.
Alors, le tout dernier film avant d'arriver dans le top 5, c'est Swallow de Carlo Mirabella Davis, un film américano-français. Bon, après, le réalisateur est américain. Ouais. Alors, l'histoire, c'est tout simple. C'est une femme au foyer, donc qui vit finalement plutôt bien. Le fait d'être toute seule, en train d'attendre son mari, en train de lui faire à manger, tu vois, le côté peut-être un peu typique. Et à un moment, elle lit dans un bouquin créer de l'imprévu dans votre vie. Et là, en fait, elle va prendre un soir au resto, elle va être devant son verre avec des glaçons et elle va commencer à avaler un glaçon. Et le lendemain, elle va se dire bah tiens, j'ai qu'à avaler autre chose. Donc swallow, qui en américain veut dire avaler. Et là, elle va avaler une bille. Et simplement, cette bille, cette chose ronde et toute simple, ça va créer chez elle une espèce de comment dire d'existence, comme si elle se disait bah tiens, j'ai fait quelque chose de totalement inattendu, de totalement inexplicable, mais ça n'appartient qu'à moi-même. Comme si elle arrivait à se créer une espèce de porte de sortie au milieu de cette espèce de cage dorée. Et ensuite elle va avoir cette espèce de toc. À chaque fois qu'elle va voir un objet, elle va se demander si elle va pouvoir l'avaler. Et la réelle va jouer à fond là-dessus. Tu vas avoir par exemple des plans qui vont se centrer sur un objet et tu vas comprendre toute l'hésitation, tout le questionnement du personnage. Est-ce que je vais avaler cette punaise qui peut me faire énormément de mal? Donc on se dit, tu vas pas faire ça, tu vas pas faire ça. T'es en angoisse pour des choses, c'est assez étrange. Et le film se développe sur vraiment le discours d'émancipation de la femme. C'est-à-dire, à quel moment est-ce que tu as envie de sortir de ta condition pour vivre ta vie de femme? Et sur le principe, ça a l'air assez absurde, mais dans les faits, c'est extrêmement bien traité. Vraiment, moi j'ai été pris par le côté vraiment émancipation et je me suis dit, j'ai envie qu'elle réussisse, j'ai envie qu'elle s'en sorte. Donc c'est vraiment un petit bijou et c'est à découvrir. On arrive dans le top 5. Top 5 enfin. Et on va commencer par un film que tu as vu. Oui, avec Jojo Rabbit de Taika Waititi, je sais jamais le prononcer, Waititi. J'ai beaucoup parlé de films, là maintenant je vais te laisser un petit peu. Respire. Oui, donc le film, ça parle de quoi déjà? Ça parle donc en gros des jeunesses hitlériennes, si on veut, à travers les yeux donc de Jojo. Jojo qui obtient son surnom de Jojo Rabbit parce qu'un jour on lui dit tu penses que tu pourras tuer, et on lui donne un lapin, il dit bah vas-y bah tue, et il n'y arrive pas et du coup tu veux pas tuer le lapin? Voilà, et donc, regardez, c'est Jojo le lapin, voilà. Jojo et donc le pauvre il se fait appeler Jojo le lapin, et la particularité de ce gamin c'est qu'il a un ami imaginaire et cet ami imaginaire n'est autre que Adolf Hitler, joué par Taika Waititi. Et qui d'ailleurs c'est très drôle parce que Taika Waititi est quand même un personnage qui est juif et donc du coup qui joue Adolf Hitler, c'est très étonnant. Qui a dû se mettre des lentilles bleues pour se faire passer pour Hitler. Pour Hitler. Et dans le film du coup ça représente un peu une espèce de père de substitution. Ouais, c'est ça, parce que du coup c'est un gamin qui est élevé que par sa mère, qui est joué par Scarlett Johansson. Et en fait il va y avoir ce gamin, donc il est pro-Hitler parce qu'il est élevé dans les jeunesses hitlériennes, etc. Et c'est... Donc du coup, déjà les jeunesses hitlériennes, je trouve qu'elles sont montrées de manière assez presque joviale en fait. C'est ça, on dirait que c'est un camp de vacances. Il y a c'est les yeux de l'enfant. C'est ça, lui il se dit, voilà. C'est cool, je vais aller dans un camp scout. Et il y a des trucs, par exemple des autos d'affaires. Les autos d'affaires, qu'est-ce que c'était? C'était brûler des bouquins. Et voilà, il y a un moment je sais pas, une chef, je sais plus comment Rebel Wilson, voilà, c'est ça, qui dit maintenant on va brûler des bouquins. Et tout le monde fait ouais. Et c'est très drôle parce que du coup on a des trucs qui sont assez réalistes, dont certains trucs sont par exemple quand le général il dit voilà bon les hommes vous allez être forts, etc. Et les femmes, bah, c'est bien, vous pourrez enfanter, etc. Puis Rebel Wilson qui dit moi j'ai eu enfanté 12, je crois qu'elle dit 12 enfants, un truc du genre. Et elle dit ouais regardez comme je suis fière. Et du coup c'est super beau. Et en parallèle il y a une autre histoire avec une juive qui cachait par en plus la mère de Jojo. C'est la mère de Jojo qui casse la juive, mais vu que le gamin il est été élevé dans la crainte du juif, les juifs c'est presque des chauves-souris, tu vois, et du coup lui il est confronté à ça, il se dit oh mon dieu mais comment je vais gérer ça? Et il est même persuadé que sa mère a été hypnotisée, et ça montre déjà l'absurdité du nazisme aussi, parce que c'est de manière complètement saugrenue. Et le montrer aussi, je trouve un petit peu
de manière assez douce quand même, l'atrocité de ces camps d'entraînement, parce que l'embrigadement, les gamins n'ont plus de pensée en fait à eux. En fait, c'est la dénonciation par l'excès. Ouais. Le film va à fond dans l'absurde, dans la dénonciation, de façon provocante, pour qu'au final, en tant que public, tu fais ah bah oui, c'est quand même incroyablement stupide le nazisme. Ouais, mais... Et il y a certains Américains qui n'ont pas compris ça. Hein. Il y a certains Américains qui ont vu ça en premier degré en disant ah bah non, on peut pas rigoler avec les nazis, c'est pas bien. Mais ouais, non, je trouve que c'est bien amené et c'est vrai que là c'est bien fait, c'est très lumineux aussi comme film. Oui. Il y a au niveau de la réal, il y a un petit côté Wes Anderson. Ouais. Je sais pas si tu avais vu Moonrise Kingdom. Ouais. Qui se passe avec des camps scouts. Ah, moi ça se passe dans les années 60-70, mais dans l'idée. Je pense qu'il s'est un peu inspiré de ça, sur la luminosité, cadrer, la photo, sur amener l'humour d'une certaine façon, beaucoup de rythme. C'est ça, ouais. Alors sinon mon numéro 4, moi j'ai mis Play d'Anthony Marciano. Je sais pas si tu avais vu Les Gamins. Ouais, moi j'avais adoré Les Gamins. De Max Boublil. Ouais, c'est ça, j'avais adoré avec Chabat et Max Boublil. Et c'est le même réalisateur, je crois. C'est le même réalisateur, ouais, justement. C'était l'autre film de ce réal. Ouais. En fait, là, avec Play, l'histoire est très originale. Et moi, ce que j'ai aimé surtout, c'est la mise en scène et, comment dire, le fait que je me suis reconnu dans tous les personnages. En fait, c'est un film générationnel pour les gens qui ont entre 20 et 40 ans, en gros. Vu que j'en ai 33 bientôt, j'étais la cible parfaite. Du coup, en fait, on doit avoir un adulte, joué par Max Boublil, qui va commencer le film en se disant « Ah, je suis arrivé à un point de ma vie où il faut que je regarde tout ce que j'ai filmé. » Et en fait, tu vas avoir, d'un point de vue chronologique, toutes les vidéos qu'il a fait. Et du coup, là, dans Play, en fait, il va se faire un peu une rétrospective sur sa vie, et il va regarder toutes les cassettes qu'il a enregistrées, qu'il a faites depuis son enfance. Et en fait, on va avoir cet aspect un peu found footage. Je sais pas si tu avais déjà vu des films en found footage. Ouais, bah c'est... Qu'est-ce que je dis en found footage? Je sais pas, Projet X par exemple. Ouais, voilà, Projet X, ouais. En fait, l'idée du found footage de base, c'est, on va dire, le réalisateur est intégré à l'histoire. Par exemple, tu as un des jeunes qui va filmer avec sa caméra, et du coup, à l'image, tu vas avoir vraiment... comme si c'était un caméraman amateur qui va faire partie de ça. Et on va avoir, du coup, Max Boublil, jeune, ou ses potes, qui vont faire des films. Et du coup, ça va être quasiment que des espèces de petits segments de vie, mais rajoutés les uns après les autres. Et du coup, tu vas avoir 3 acteurs pour jouer le même personnage. Par exemple, je sais pas, 3 âges différents. Et t'es vraiment impacté avec eux parce qu'ils vont par exemple vivre des événements du genre « j'ai eu mon permis de conduire ». Et toi, ça va te rappeler quand est-ce que tu as eu ton permis de conduire et tout la liberté que ça a pu t'amener. Et surtout, comment tu as pu te faire chambrer, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'il y a un côté très vrai, très humain, et tu t'attaches à ces personnages. Il y a énormément de fougue, et c'est ce genre de film, comédie française, qu'il faut mettre en avant parce que c'est à la fois original dans la forme, et je trouvais ça assez profond dans le fond, parce que c'est très libre. Et ce qui est bien, c'est que du coup, on va par exemple avoir Max Boublil, quand il va avoir 18 ans, qui va vivre des événements que nous on a vécu dans les années 2000 par exemple, ou des trucs un peu tragiques, où on va comprendre que par exemple qu'il s'est passé quelque chose avec le père de Max Boublil, ou par exemple il y a sa copine qui est en train de le prendre, de le filmer quand il y a un appel de cette personne, de cette personne, et du coup tu vas voir son émotion arriver. C'est un film qui passe extrêmement rapidement, et moi je suis sorti avec la banane. Je conseille très fortement Play. Alors mon numéro 3, j'ai mis Un vrai bonhomme de Benjamin Parent. C'est un autre film français. Alors c'est un film qui m'a choqué parce que l'acteur principal de ce film, c'est mon sosie. Enfin, je suis son sosie, je sais pas, je crois qu'il est plus jeune que moi, donc c'est mon sosie. Ouais, mais c'est fou parce que à chaque fois qu'il intervenait à l'écran et qu'il avait son petit sourire, je me suis dit putain, c'est Axel. Ça m'a pas sorti du film, mais j'étais fasciné par la ressemblance tout le long. Moi, ça m'a fait marrer, c'est quand il me l'a présenté. Il m'a dit attends, Axel, j'étais chez Joey. Il me dit attends, Joey, montre-lui. Et il me montre une bonne annonce. Il fait tu remarques quoi? Puis j'arrive, je fais et bah il me ressemble. Il dit voilà, et bah tu m'as pourri le film. L'histoire d'un vrai bonhomme, elle est superbe. En fait, c'est un petit frère qui a la visite du fantôme de son grand frère.
Là, on te l'explique dès le début. C'est pas comme dans Sixième Sens. Ah, ouais, en fait, c'était ça. Voilà. Voilà. Parce que au début, je me suis dit, attends, on va jouer sur cette révélation et sur la fin, et en fait, tout le film, ça va te mener en bateau. Non, non, non. Dès le début, on t'explique ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le fantôme de son frère, ou un peu l'image qui s'en est fait, de façon un peu caricaturale, il va l'aider à intégrer le lycée. En fait, le film commence avec un drame, un accident, qui amène la mort de son frère. Et lui, il va vivre ça de... Comment dire, il a vécu le traumatisme, ce jeune. Et du coup, il va intégrer cette nouvelle école. Et son frère, il va être là en train de dire « Vas-y, tu peux y arriver, je te soutiens. Ce match, tu peux le gagner. Ou cette fille, tu peux la draguer. » Et au début, tu vois vraiment le frère comme un soutien. Mais tu te rends compte que, finalement, il n'est pas tout blanc. Son frère, en fait, c'était le gars populaire. Tu sais, dans les films porno, des fois, tu vois le gars populaire, mais qui peut avoir un côté très viriliste. C'est ça, et qui peut-être peut te pousser à ne pas être complètement ce que tu es. Ou te dire, bah tiens, par exemple, si je joue les gros muscles, faire le macho, voilà, et ben c'est peut-être ça qui va me permettre d'être populaire moi aussi et de réussir. Et c'est extrêmement bien traité, parce qu'il y a un rapport au deuil. T'as par exemple les parents de ce jeune, qui sont joués par Laurent Lucas, qui est un super acteur français, et Isabelle Carré, et c'est tout en justesse. Par exemple, tu vas avoir une scène où elle va dire bon, il faudrait peut-être que on se débarrasse des affaires de ton grand frère. Et lui, il va le vivre très mal, vu qu'il y a encore le fantôme qui est là, il y a toujours sa présence qui apparaît. Donc il y a vraiment un rapport sur le deuil, sur qu'est-ce que c'est qu'être ado, qu'est-ce que c'est que de faire sa propre identité. Et c'est hyper touchant. Et je crois que sur les 5 dernières minutes, moi j'étais en train de chialer, je me suis dit, mais c'est génial. C'est un film très court, qui a... C'est pas le gros blockbuster, c'est vraiment le petit film, mais c'est le petit bijou en fait. Et celui-là je le conseillerais. Et c'est marrant parce que j'ai fait peut-être un parallèle avec Jojo Rabbit, dans l'idée de se créer un espèce d'ami imaginaire pour combattre les mauvaises choses qui arrivent. Et un vrai bonhomme, c'est super, c'est vraiment magnifique. En numéro 2, un film Netflix qui s'appelle Uncut Gem de Benny et Josh Safdie, donc c'est des frères, qui avaient fait il y a quelques années un film qui s'appelle Good Time. En fait, c'est des réalisateurs qui adorent avoir énormément de rythme et parler d'une histoire, souvent un peu de gangster, ou un gars qui va perdre un objet et qui va essayer de rattraper cet objet en 1 ou 2 jours. Donc tu vas avoir énormément de rythme, des protagonistes qui vont arriver, des dialogues hyper percutants, et t'es dedans en fait, c'est un ride, c'est un ride absolu. Et Good Time c'était ça. Avec la révélation Robert Pattinson dans Good Time, je me suis dit, mais c'est fou, il joue vachement bien. Bon, c'était pas le premier rôle où mais là je me suis dit, oh mais il est incroyable cet acteur. Et là, ils ont fait pareil avec Adam Sandler. Adam Sandler qui est habitué des comédies potaches américaines. Ah bah oui, j'ai vu qu'il avait pas eu un prix d'ailleurs pour... C'est possible. Je crois qu'il a eu une standing ovation et un prix aux États-Unis il y a pas longtemps. Mais du coup, là je me suis dit, attends, un film avec Adam Sandler sur Netflix, écoute, j'en ai vu un récemment avec Adam Sandler, c'était Murder Mystery, qui était pas ouf, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait là, il joue un joaillier qui travaille dans le quartier juif américain, et qui reçoit une gemme qui vient d'Afrique, qu'il a commandée, et là il dit, ah c'est super, ça vaut énormément d'argent, et il est très fier de lui. Et du coup, il va essayer de la présenter autour de lui, et là tu vas voir par exemple, je sais pas, un joueur de basket qui va dire, bah tiens, il me faut ça, ça va me porter chance. Du coup, il va perdre cette gemme, mais il lui faut la gemme pour la vendre, pour récupérer de l'argent, pour rembourser des créanciers. Et pendant tout le long, tu vas avoir cette espèce de MacGuffin, cet objet dont tout le monde va essayer de s'approprier, qui va tourner à 100 à l'heure, et c'est hyper prenant, parce que tu vas t'attacher à des gens malsains ou mauvais. Tu vois, le personnage d'Adam Sandler, c'est pas le gentil en fait. C'est un connard. C'est un vrai connard. Et pendant tout le long, tu te dis, j'ai envie qu'il réussisse. Et en même temps, bah, s'il échoue, et bah, c'est bien fait pour lui. Et tu vois, il y a ce côté où, en tant que spectateur, bah, t'es hyper impliqué. Puis t'as un paradoxe un peu. C'est. Comment on appelle ça, hein, la dissonance cognitive. Ça, T'as envie qu'il réussisse, en même temps, tu te dis, c'est pas vraiment bien. Et le film est fou. Le film est fou. Il y a une bande-son qui est géniale, des acteurs qui sont au top. Et il y a des scènes qui sont d'une tension folle. Je veux dire, la fin, je vais pas la révéler, mais ça arrive, c'est un uppercut quoi. Et ça finit de façon magistrale. Je me suis dit, waouh, Netflix propose ça maintenant. Ah mais bravo. Et je pense qu'il finira dans mon top de l'année, tellement j'ai été...
Comme le film suivant d'ailleurs. Et on finit avec le top 1, qui est ici, ton top 1. Oui. C'est 1917 de Sam Mendes. Sam Mendes, qui pour rappel avait fait Skyfall, qui avait fait Mon Spectre, qui était pas ouf. Génial. Mais il avait fait aussi American Beauty. Ah oui, American Beauty. Les Sentiers de la Perdition. Jared. Ouais, celui-là j'ai pas vu. Les Noces Rebelles. Ouais, avec, aussi. Alors c'était pas mon préféré, Les Noces Rebelles. Mais j'avais eu un peu de mal à le regarder. Mais pour le coup, je trouve qu'il a une carrière folle, quoi. Ouais, Sam Mendes, c'est une très bonne carrière. Et du coup, film de guerre. Puis magnifique. Et magnifique. Je trouve que c'est un film qui est extrêmement prenant, qui mérite vraiment d'être vu au cinéma. Alors, tous les films méritent d'être vus au cinéma, mais on va dire que celui-ci, en termes d'ambiance, vu dans un salon ou sur un ordinateur, je pense que ça rend beaucoup moins bien. Et c'est peut-être moins marquant. Parce que ça joue beaucoup sur le son, sur le... Bah disons que c'est un plan séquence qui joue sur l'immersion. Donc forcément dans une salle de cinéma, l'immersion est totale. C'est pas un film avec un scénario fou, on va se dire oh mais c'est dingue, la richesse et tout ça. C'est un film qui joue sur la mise en scène en fait. On raconte l'histoire par la mise en scène. Et puis les décors sont juste... Enfin rien que les décors sont incroyables. Il y a des scènes dans les tranchées qui sont... les tranchées sont abominables, mais elles sont tellement bien faites, tellement réalistes. Il y a plein de trucs qui sont des petits clins d'œil qui sont réalistes. À un moment, il y a juste un tank qui est embourbé, et c'est un des premiers tanks qu'on a retrouvé qu'on a commencé à commercer dans la Première Guerre mondiale, et c'était des tanks italiens qui étaient nuls et qui du coup en fait justement arrêtaient pas de s'embourber de la manière dont on le voit. C'est des petits clins d'œil comme ça, et même si alors il y en a plein qui ont râlé par le scénario qui est assez simple. Le scénario est assez simple, hein, c'est aller d'un point A à un point A à un point B. En fait c'est un général qui leur dit écoutez les deux soldats là, vous allez partir de la base et vous allez aller dans la base de l'autre côté du No Man's Land pour prévenir les soldats de ne pas partir au combat parce que c'est un piège. Les nazis ont fait un retrait stratégique, ils vont vous la mettre si vous, ils vont gagner, ils vont nous fumer si on y va. Et du coup c'est intéressant, je trouve déjà même les personnages. Il y a les deux personnages principaux en fait qui sont deux jeunes. Deux jeunes, voilà. Il y en a un qui va avoir un impact émotionnel et qui va absolument vouloir aller du coup dans l'autre No Man's Land. Il pourrait très bien se dire on se barre ou on se planque, mais il y en a un des deux qui a son frère qui est dans l'autre bataille et qui risque du coup de mourir si il n'arrive pas à temps. Et donc du coup il est extrêmement motivé pour ça, et son pote lui qui va à un certain moment va dire non mais vas-y on n'y va pas, on trouve une... Je suis pas là pour les médailles. C'est ça, il dit moi je m'en fous des médailles, ce que je veux c'est rentrer vivant quoi. Et du coup c'est beau parce qu'on a deux visions de ça, et il y a une vision de la guerre très horrible hein, parce que franchement il y a des scènes où moi j'étais très mal à l'aise parce que il y a des scènes où il y a des cadavres par terre puis qui marchent dessus, ils sont dans les cadavres, les trucs à moitié putréfiés, c'est vraiment horrible. Et c'est ça que je trouvais ouf, c'est qu'il y a des sensations de malaise, sensations de peur pour les personnages. Et puis ça joue un peu sur la poésie, il y a des moments, par exemple, bon je vais pas tout dévoiler, mais il est sur une rivière, il est au calme, et par exemple tu vas avoir ces espèces de fleurs de cerisier qui vont arriver sur son visage, et il y a une énorme, super poésie, la photographie participe beaucoup, et la musique. Et alors la musique, super. Oh là là, il y a une scène en particulier où la musique, moi, je me suis dit, putain, cette musique et cette scène qui est juste bluffante, super marquante. En fait. C'est ça, très marquant visuellement, très marquant au niveau musical. Je crois pas qu'il y ait eu l'Oscar du meilleur musique. Meilleure musique, non, c'était Joker. Mais je suis très étonné parce que franchement, moi j'ai été beaucoup plus marqué par la musique de ce film que par la musique de Joker. La musique de Joker est originale, mais pas au point d'être marquante comme celle-ci, je trouve. Il y en a qui ont comparé le film, peut-être comme je disais dans la vidéo des Oscars, un Medal of Honor, dans l'idée de rail de jeux vidéo. Je sais pas ce que toi t'en penses. C'est vrai que j'ai pas trop, je jouais pas beaucoup à des trucs comme ça, des jeux, puis les trucs de guerre, c'est pas ma spécialité dans les trucs de film. Mais je trouve que on a presque l'impression d'être dans un jeu, effectivement, de voir là-dessus la caméra qui coupe jamais et qui tourne autour des personnages.
Et il y a des jeux de caméra où il tourne et puis il va se passer un truc dans le dos de la caméra et tu reviens dessus et c'est franchement bien, c'est très bien fait quoi, très bien géré. Je crois qu'il y a genre une coupe qui est bien montrée. C'est 2 faux plans séquences. Oui, et par exemple, si la caméra passe devant un rocher, et ben en fait tu peux faire une coupe numérique en disant bah tiens le rocher passe devant, hop, on va une coupe et on reprend de l'autre côté. C'est ça. Donc, comme ça numériquement tu peux rattraper et faire une pause. Et avec Joey, on s'est dit, ah tiens, on essaiera de le trouver et tout. Ouais. En fait, on a essayé de trouver les 2 premières, et après, on était tellement impliqué dans le film qu'on a arrêté de regarder. Il faut se laisser embarquer. Après, c'est une performance. Techniquement, c'est très difficile à mettre en place, mais je vois pas un film uniquement en me disant, oh là là, wow, la technique c'est fou, j'ai compté 72 plans séquences. Moi, j'ai été pris par l'histoire, justement. Comme je disais dans la vidéo des Oscars, pour y revenir, il y a ce côté instant magique, où tout est réuni, la mise en scène, le jeu d'acteur, la photographie, la musique, pour créer une espèce de beauté abstraite qui va au-delà de la technique, au-delà du cinéma. Moi, je le considère comme un chef-d'œuvre. Et celui-là, c'est sûr qu'il finira dans le top en fin d'année. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est vrai que nous, en France, il est sorti en 2020. Peut-être qu'il aurait pu finir dans un top de décennie. Tout à fait, oui. Parce que. Mais bon, ça sera peut-être pour la décennie 2029 qu'on est en train de vivre. Ouais. C'est tout ce qu'on voulait vous dire en termes de. Pour janvier, c'est tout ce qu'on a vu. Alors, vous voyez, là pour l'instant, il y a. Parce que ça s'est un peu improvisé à la dernière minute, cette vidéo. Donc, il y a un déséquilibre. Qu'on va essayer de revoir pour le mois suivant. Je vais essayer de voir plus de plein. Voilà, c'est ça, je vais essayer d'en voir plus. Essayer d'équilibrer. Déjà, je vais essayer de rattraper quelques films qui sont dans que je te conseille. Ouais, évidemment. Donc j'ai Netflix, donc je vais déjà rattraper Uncut Gems et puis on verra après pour les autres. Et puis déjà en février, il y a d'autres films sympas, donc on verra. J'en ai déjà vu certains. Ouais. Certains qui sont pas dans les top 5, c'est sûr. Oui, mais oui, il y en a encore pas mal qui vont sortir. Je suis sûr que dans ton top 1, tu auras Sonic déjà. Certainement. En top 2, tu auras Harley Quinn. C'est évident. Non, mais voilà, donc déjà plus de trucs vus. Moi j'ai déjà presque plus de trucs vus en février qu'en janvier. Donc ce sera peut-être un peu plus équitable. Il y a le nouveau Eastwood là qui va sortir. Oui, il y a le nouveau Eastwood qui me tente beaucoup. Donc on va voir ça très prochainement. Donc on se retrouve dans un mois, j'essaie de monter la vidéo rapidement pour pas qu'il y ait trop de décalage entre les mois. Et puis sur ce, c'était Lucky Cofield et Florent. Et on se dit finité. In grata thème.